Bismillahirrahmanirrahim. Donc, on continue le cours de théorie de communication. Aujourd'hui, donc, on va voir la partie signaux orthogonaux MR. On va voir donc les constellations à deux dimensions. On va voir qu'ils sont de plus en plus efficaces en largeur de bande, ça veut dire l'efficacité spectrale, quand le nombre de points augmente, ou bien ce qu'on appelle le nombre de bits par segment, par symbole, il augmente. Donc l'efficacité spectrale, on va la voir tout à l'heure dans sa définition. Les signaux orthogonaux MR sont de l'autre côté extrême, c'est-à-dire qu'ils deviennent de plus en plus efficaces en puissance. En fait, l'information est théoriquement optimale en termes d'efficacité de puissance quand M augmente et moins en moins efficace en spectre ou bien en largeur de bande pour de grandes valeurs de M. Et c'est normal. Donc, plus on envoie un grand nombre de bits par symbole, plus on a ce qu'on appelle l'efficacité spectrale qui augmente, l'efficacité en puissance qui augmente. Et on va voir que de moins en moins, l'efficacité spectrale diminue. Donc, dérivons d'abord rapidement la borne de l'union, sans perte de généralité. Donc, prenez les signaux orthogonaux comme des vecteurs unitaires le long des axes M dans notre espace signaux. Donc, on va se limiter aux signaux orthogonaux donc, qui ont des vecteurs unitaires le long des axes M. Donc, avec cette mise à l'échelle, on va avoir SI au carré, donc la norme du signal des signaux orthogonaux SI au carré, qui est identiquement égale à 1, de sorte que l'énergie de symbole, elle est égale à 1, et l'énergie de bit, elle est égale à 1 sur log de 2 de M, donc M étant le nombre donc, de symboles. Puisque les signaux sont orthogonaux, la distance au carré entre deux signaux quelconques sont donc les DIJ, c'est la norme de SI moins SJ au carré. Donc si on la développe, ce sera SI au carré, la norme donc, de SI, norme au carré de SJ, moins le produit scalaire SJ-SI. On sait que le produit scalaire SJ-SI est égal à ES delta IJ, qui est le symbole de Kronecker, pour I inférieur à J et J inférieur à M. Sachant que le SIJ, donc ce produit scalaire, lorsque J est différent de 1, le symbole de Kronecker est nul. Donc ce produit scalaire, il est nul pour I différent de J. Et bien sûr, SI au carré, donc la norme au carré de SI, c'est tout simplement l'énergie du symbole. Ces signaux, sachant que le produit scalaire, donc on a répété cette équation, le produit scalaire de SI, SJ, c'est ES, symbole de Kronecker, delta IJ pour I, donc supérieur à 1, et J inférieur à M. Alors on peut écrire que la distance entre deux symboles, c'est la norme de la différence entre deux symboles au carré, qui est la norme de SI moins la norme de SJ moins le double. Donc ça, on a dit qu'il était nul lorsque J est différent de I. Et donc ça va me donner ES plus ES, ça me fait 2 ES. ES étant égal à, bien sûr, à 1, donc la distance, elle est égale à 2. Puisque des minimums, il est égal à DJ pour I différent de J. Donc on peut écrire cette efficacité en puissance. Neta, c'est par définition, efficacité spectrale, c'est la distance minimale ou bien la distance au carré sur l'énergie sur le bit. Donc elle est égale à, puisque ici c'est égal à 1, donc la distance pardon, elle est égale à 2, et le 1 sur EB, il est égal tout simplement à log, log base 2 de M. Maintenant, on va voir qu'est-ce que c'est que l'efficacité spectrale. Donc, l'efficacité spectrale, c'est neta B. Donc, attention ici, le P et le B. C'est log de 2, donc de M, sur le nombre total de symboles. Donc, bien sûr, l'efficacité spectrale nous renseigne
sur l'occupation spectrale. On sait que l'efficacité en symbole, en puissance, pardon, l'efficacité en puissance s'améliore lorsque M augmente. Et l'efficacité spectrale, donc vous voyez que c'est divisé par M, elle tend vers 0 quand M augmente. Ça, on va le voir par la suite lorsqu'on va calculer les probabilités d'erreur de plusieurs types de modulation avec des M, donc allant de 2 jusqu'à 16 par exemple. Donc la question qu'on se pose, peut-on avoir une performance fiable lorsqu'on a une petite valeur arbitraire de EB sur N0 lorsque N augmente? Donc actuellement, il y a un seuil au-delà duquel l'analyse de la probabilité d'erreur ne tient pas. Donc on obtient des résultats qui sont faux. La borne de l'union ou bien la borne d'union intelligente et l'approximation des voisins les plus proches coïncident toutes, donc elles donnent le même résultat. Et on a la probabilité d'erreur, c'est la probabilité d'erreur lorsque je transmets un I. Donc elle est inférieure à la fonction RC, ou bien la fonction Q, de DI2, puis DI3, DIM-1. Et donc, puisque ces probabilités sont disjointes, donc c'est la somme des fonctions Q, DIJ sur 2 sigma. Nous obtenons maintenant l'expression suivante en termes de EB en 0, donc on va utiliser l'efficacité donc, en puissance. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici les DIJ, je vais l'exprimer en fonction comme étant D minimum. Donc, je multiplie et je divise par EB ici. Et bien sûr, j'utilise aussi disons la racine. Donc, le sigma, c'est le N0. Et donc, ça va me donner une relation sur cette forme-là avec 1 moins 1. Pourquoi? Parce que ici, on le verra aussi dans la suite du cours. Donc, ces probabilités, elles sont disjointes et indépendantes. Donc, c'est 1 moins 1 parce que ici, I commence de 2 jusqu'à normalement M. Et donc, j'ai 1 moins 1 donc, que multiplie cette partie-là. Donc, neta P étant tout simplement D minimum sur EB est égal à 2 log de M0. Donc, si je le remplace dans la relation, on obtient la borne de l'union sur la probabilité d'erreur pour la signalisation orthogonale MR. Donc, ça va me donner cette expression en ayant remplacé l'efficacité en puissance. Ce sera 1 moins 1 Q de EB log de 2M sur N0. Donc, on continue toujours ces signaux. Donc, si on regarde l'expression exacte donc de cette probabilité d'erreur, par symétrie, la probabilité d'erreur est égale à la probabilité d'erreur conditionnelle, conditionnée par l'une quelconque des hypothèses. Donc, on a plusieurs hypothèses. On prend une des hypothèses. De même, la probabilité d'une décision correcte, elle est égale à la probabilité d'une décision correcte compte tenu de l'une des hypothèses. Donc, toujours, on prend en considération l'hypothèse. Conditionnons, par exemple, maintenant sur l'hypothèse 1.1, S1. Donc, on va dire qu'on a l'hypothèse H1. Ça veut dire qu'on a envoyé le symbole S1 de sorte que le signal reçu, ce sera égal à Y qui est égal à S1 plus N, où N est un bruit blanc gaussien qu'on appelle WGN. Les statistiques de décision sont de telle sorte, donc on va poser que Z, c'est le produit scalaire de S1 plus N, donc c'est ce S1 plus N, c'est le signal reçu ici Y, donc produit scalaire de SI. On avait dit que c'était ES, donc le symbole de Kronecker delta 1J, plus N, puisque le N et le SI, ils sont donc, comment dirais-je, ils sont indépendants, et donc l'effet de SI sur N n'est pas visible, donc c'est juste l'effet de NI qui va apparaître. Donc NI, c'est un ensemble donc des
composantes de bruit qui sont obtenues par, bien sûr, le produit scalaire entre n et si. Puisque ici, on a une somme, donc ça va nous donner deux produits scalaires. Donc, ils sont conjointement gaussiens de moyenne nulle et de covariance qui est donnée par ceci. Covariance, généralement, quand on calcule les détails, on trouve que c'est sigma au carré, produit scalaire, SI, SJ, donc ce sera sigma x au carré ou bien sigma au carré, donc ES delta IJ qui est le symbole de Kronecker. On peut normaliser la densité de probabilité du bruit, NI, comme étant donc valeur moyenne nulle, et la variance qui est égale à sigma au carré ES. Donc, ce sont des distributions identiquement indépendantes, donc tous les NI sont indépendants. On en déduit que si on conditionne sur S1, les ZI sont conditionnellement indépendants avec, donc Z1, c'est lorsque Z1 on le normalise avec N et moyenne, donc N c'est la distribution du bruit où la moyenne elle est ES et la variance sigma au carré ES, et tous les ZI sont normalisés donc avec une distribution de bruit blanc gaussien de moyenne nulle et de variance qui est identique à celle de Z1 pour I, donc allant de 2 jusqu'à 1. On va exprimer maintenant les statistiques de décision en termes d'échelle invariante en remplaçant, donc quand on parle d'échelle invariante, donc le ZI, vous voyez ici, ça dépend à chaque fois de sigma au carré ES, donc je vais normaliser avec sigma à racine de ES. Donc le ZI, on va le remplacer. Ceci va nous donner Z1 NES sigma au carré, et Z2, ce sera donc une densité de probabilité de moyenne nulle et de variance sigma au carré ES jusqu'à Z1-1, donc qui ont la même densité de probabilité. Conditionnellement indépendant, donc où M elle est égale à ES sur racine de sigma ES. Donc ici, la valeur moyenne, je l'ai normalisée ici. Donc ça me donne ES sur sigma ES. Donc c'est ES sur sigma au carré. Donc la racine de ES sur sigma. Donc si je remplace ici le sigma par sa valeur, je vais avoir, parce que sigma au carré c'est 1, 0 sur 2. Donc ça va me donner 2ES, racine de 2ES sur 1, 0. Donc remplaçons ES par donc, la relation log de 2 sur M. Donc ça me donne cette relation. Donc ça c'est la valeur moyenne. La probabilité conditionnelle de la réception collecte est maintenant donnée par, donc PE, c'est P de ES1, donc lorsque S1 a été transmis, elle est égale à 1 moins P de la décision correcte lorsque S1 est transmis. Qu'on note donc cette expression-là, on va la noter. Donc probabilité d'erreur totale, elle est égale à la probabilité d'erreur lorsque un 1 a été transmis, c'est égal à 1 moins la probabilité de décision correcte lorsque un 1 a été transmis. Donc les virgules représentent la fonction et dans tout ce qui suit. Hein. Donc on va mettre des virgules. Donc ici, la probabilité donc de conditionnelle, parce qu'il y a sur I, de la réception correcte, c'est la probabilité que ZE inférieur à Z1, Z3 inférieur à Z1, et donc et plusieurs points jusqu'à donc et Zm inférieur à Z1 lorsque on a fait l'hypothèse sur H1, ça veut dire lorsque le symbole S1 a été transmis. Donc ces probabilités sont donc reliées par des produits, et donc je vais avoir produit la probabilité donc conditionnelle de décision correcte
c'est la probabilité que ZE soit inférieur ou égal à Z1 multiplié par Z3 inférieur à Z1, ainsi de suite jusqu'à P de Z1 inférieur à Z1, bien sûr, lorsque ici le 1 n'existe pas, lorsque on a fait la condition sur H1. Donc, ces différentes probabilités ici, puisqu'il y a des produits, donc c'est le produit de PZJ inférieur à ZI lorsque Z1 a été décidé. Donc là, on peut mettre soit S1, soit H, soit Z1. La probabilité que ZJ soit inférieur à Z1 donc la probabilité correcte sur la décision H1, elle est égale donc au produit des probabilités de ZJ inférieur à Z1 lorsque Z1 a été transmis. Donc ceci s'exprime, donc cette probabilité ici s'exprime comme étant donc P de ZJ inférieur à ZI, elle est égale tout simplement à l'intégrale de moins l'infini à Z1, racine de 1 sur pi n0, l'exponentielle, donc moins x2 sur n0 dx. En remplaçant dans la formule ici, je vais avoir P de Zin. Donc là, j'ai pris une variable de dérivation, d'intégration. Et donc, les PZ2 inférieur à Z1 peuvent s'écrire P de Z2 inférieur à X sous la condition de H1 multiplié par toutes les probabilités jusqu'à celle de Z moins 1, Z de 1 moins 1 inférieur à X lorsque, sous la condition H1. Et ici, c'est la probabilité donc de X sous la condition H1. Nous avons donc utilisé l'indépendance conditionnelle, donc tous ces produits on les a utilisés ici. Donc ça nous fait, je remplace par cette formule ici, donc je vais avoir donc le produit de P de ZE inférieur à X sous la condition H1 multiplié par la probabilité donc conditionnelle de P sur Z1. En insérant les distributions conditionnelles, nous obtenons l'expression suivante pour la probabilité de réception correcte. Donc ici, ceci, j'ai remplacé le produit donc, de P de Z2 inférieur à X par donc, la probabilité conditionnelle donc, de type gaussienne. Et bien sûr, le produit, on avait produit de J donc égal à 2 jusqu'à M moins 1. Donc, puisque c'est le produit, je vais avoir donc ici une puissance de 1 moins 1 multiplié par la probabilité donc, de x sous h1. Et donc, si j'exprime cette probabilité, elle est aussi donc 1 sur racine de pi n0, l'exponentielle de z moins zi. Donc, regardez ici, j'ai pris la variable zi ici, la variable zi ici, et donc l'intégrale va se faire sur le dzi. En faisant un changement de variable donc pour normaliser, donc de y c'est x sur racine de 1,0 sur 2. Donc ça nous fait que x égale à y racine de 1,0 sur 2. Donc la dérivée ici c'est dx est égal à dy 1,0 sur 2. Donc quand je remplace ici, donc ce terme-là, il va me faire x0, x2 sur 2. Ici aussi, qu'est-ce que je vais avoir? C'est y, ici la variable y, donc de racine de ES sur N0. Et le terme ici en 1 sur racine pi N0, il va devenir 1 sur 2pi. Et donc ce terme-là, il est donc m fois m moins 1 multiplié par m, c'est-à-dire l'exposant m moins 1. Donc on obtient cette probabilité de distribution correcte, ou bien ce qu'on appelle la probabilité de réception correcte. Cette probabilité de réception correcte elle est exprimée sous cette forme-là, où m, bien sûr, c'est la racine de ES sur, donc cette expression, on l'a déjà vue tout à l'heure. Et donc,
si je remplace, je vais avoir cette probabilité de décision correcte. C'est la probabilité de décision correcte sur le symbole 1. Donc, ça donne cette expression-là. On peut écrire donc toute cette relation sous forme compacte. Donc, ceci n'est autre que la fonction phi de x. C'est la fonction complémentaire de phi. Donc, c'est de q, pardon, m-1. Et ça me fait 1 sur de x2 en utilisant donc cette relation-là. Je vais avoir x moins m sur 2. Cette probabilité, elle est donnée par cette courbe-là. Donc, vous regardez ici la probabilité. Donc, plus m augmente, plus donc, le EB sur N0 diminue pour une probabilité donnée. Donc, si je prends une probabilité d'erreur sur le symbole qui est égale à 10 moins 4, donc elle est donnée par cet axe-là. Lorsque m est égal à 2, donc lorsque m est égal à 2, ça va me donner donc un EB sur N0 qui est autour de 11,3. Ici, pour m égale 4, ça va me donner un rapport EB sur N0 qui est autour de 9,3. Et par exemple, si je prends pour m égale à 16, donc le EB sur N0, il est égal à 5,7 si m est égal à 64. Donc ce qu'on remarque ici, le EB sur N0, il diminue et le m, il augmente. Donc plus m augmente, pour une probabilité d'erreur donnée, le rapport EB sur N0, il diminue. Donc avec la MFSK, le EB sur N0 requis pour obtenir une probabilité d'erreur donnée, par exemple ici le 10-4, elle diminue à fur et à mesure que m augmente. Donc le EB sur N0, il diminue au fur et à mesure que le m augmente. Puisque augmenter 1 signifie augmenter la bande passante de transmission, donc ça on l'a vu, plus m augmente, plus on transmet un grand nombre de bits par symbole. Donc la MFSK est un schéma de modulation économe en énergie et non en bande passante. Donc en bande passante, il n'est pas bon, mais en économie d'énergie, oui, il est bon. Et donc ça permet d'augmenter l'efficacité en puissance, mais pas l'efficacité en bande passante. On sait que la probabilité d'erreur, elle est de 1 moins l'expression précédente qui est la probabilité correcte. Donc la probabilité d'erreur, elle est égale à 1 moins la probabilité correcte, probabilité de décision correcte sur 1. Pour une petite probabilité d'erreur, la probabilité de réception correcte est proche de 1. Donc, il est difficile d'obtenir une bonne estimation ou bien approximation de la probabilité d'erreur à l'aide de A. Donc, A qu'on a vu tout à l'heure. Ici, on va développer une expression de l'erreur de probabilité qui peut être directement calculée comme suit. En utilisant les distributions conditionnelles et en multipliant par 1 moins 1, on obtient l'expression suivante pour la probabilité d'erreur. Donc, elle est égale. Donc, vous voyez ici, j'ai dérivé la première fonction. Donc, je vais phi de x à la puissance m moins 2 avec le m moins 1 puisqu'on a fait une dérivation. Et donc, on a multiplié par m moins 1 et on obtient la relation qui est la relation B qui est utilisée pour donc, calculer la probabilité d'erreur. Les limites des unions, donc union des limites pour des signaux orthogonaux MR. Donc, limite de l'union, on a vu que c'était m moins 1, donc la fonction Q de racine de ES sur N0. Donc, si je remplace ES par son expression, donc je vais avoir m moins 1, la fonction Q de racine de EB log de 2 de m sur N0. Quand m tend vers l'infini, la limite de l'union des probabilités, la limite de l'union des probabilités tend vers l'infini. Donc, puisque m ici c'est l'infini multiplié par 0 ou 0 par 0, donc on utilise la formule de L'Hopital pour évoluer la limite. On définit, on prend f de m, c'est cette expression-là, donc racine de ES, donc ça c'est f de m est égal à, donc en développant à q de la fonction, donc racine de EB log de 2 sur m sur n0. Et donc je peux l'écrire aussi sous cette forme-là, donc le log de 2 à l'aide de log népérien, je peux l'écrire sous cette forme-là. Et je vais prendre la deuxième fonction ici, f de 2m,
elle est égale à 1 sur m moins 1. Donc, si je dérive la fonction dq de x, j'obtiens 1 moins 1 sur racine de 2pi exponentielle moins x2 sur 2. Donc, cette dérivée, elle va me donner la dérivée de cette fonction-là. Donc, c'est égal à 1 sur racine de 2pi. L'exponentielle, le x, c'est toute cette fonction qui est à l'intérieur de la racine. On la retrouve ici au carré. Donc, si je prends la dérivée de la fonction f2, donc c'est moins m moins 1 à la puissance moins 2. Donc, elle est équivalente à moins m à la puissance moins 2. Donc, la limite de cette probabilité lorsque m tend vers l'infini, c'est la limite de ces deux, de rapport de dérivée de ces deux fonctions f1 et f2. Et ça nous donne comme résultat a limite de m, donc à la puissance 1 demi, que multiplie m 1 moins le rapport EB sur n0 sur 2 log de 2. Donc, lorsque m tend à l'infini, donc ce rapport est très important. Si EB sur n0 est supérieur à 2 log de 2, la probabilité d'erreur tend vers 0 quand m tend vers l'infini. Ceci montre qu'elle peut être arbitrairement fiable tant que EB sur n0 est au-dessus d'un seuil. Le seuil est multiplié par 2. Si ce rapport EB sur n0 est inférieur, donc la limite, elle s'éclate et on ne peut pas dire ce qui se passe pour la probabilité d'erreur. Donc c'est un seuil où on ne peut pas donc se prononcer sur la probabilité d'erreur. Donc le comportement par rapport au seuil, donc asymptotique pour m grand, la probabilité d'erreur pour la signalisation orthogonale MR présente un effet de seuil intéressant lorsque m devient grand. Et donc cette limite-là, elle est égale à 0 si ce rapport est supérieur à l'angle de 2. Elle est égale si ce rapport est inférieur à la limite de 2. Donc si on regarde, donc ici j'ai la probabilité d'erreur des symboles en échelle logarithmique ici. Ici j'ai l'axe des rapports EB sur N0 et ce point-là, c'est le point l'angle de 2 sur 2, donc qui est ici. Et donc, si le EB sur N0 il est inférieur, donc la limite elle tend vers 0. Si le EB sur N0 inférieur à l'angle de 2, donc ici c'est à peu près égal à 1, donc on ne peut rien dire. Donc la théorie de l'information stipule que moins 1,6 qui est égal à l'angle de 2 est le plus petit EN0 auquel on peut communiquer fiablement, même si on laisse l'efficacité en largeur de bande tendre vers 0. Donc, plus, regardez le M, plus il augmente, qu'est-ce qui se passe? Le EB sur N0, il diminue, et donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque la puissance, elle diminue, donc c'est bon pour, disons, en termes de puissance, en efficacité de puissance, mais en termes de largeur de bande, ou bien d'efficacité spectrale, donc ceci va tendre vers 0. La probabilité d'erreur, donc les signaux orthogonaux MR s'approchent de cette limite quand M devient grand, donc ça on l'a vu, et ils sont asymptotiquement optimaux en termes d'efficacité en puissance. On a montré que le phénomène de seuil rapidement en utilisant donc les limites de l'union, mais sont un facteur de 2 hors du seuil. Et donc on a cette probabilité qui est ici. Convergence vers la limite 1,6 est relativement lente, donc à peu près c'est de 9 dB d'écart entre les deux. Pour m est égal à 16, pour une probabilité d'erreur qui est égale à 10-6. Donc je suis ici dans cet axe-là. Donc ce n'est pas surprenant car on a besoin de longueur de bloc plus grande pour avoir des limites théoriques d'information. Ici, on vous montre le spectre de la FSK. Donc, puisqu'on a plusieurs fréquences qui sont transmises, donc on a m qui est égal à 2 puissance n fréquences. Une seule des fréquences est activée, donc généralement une seule de ces fréquences est prise en charge. C'est par exemple l'hypothèse HA, c'est la fréquence Fm.
Donc, bien sûr, sur une durée de symbole TS qui est égale à 1 TB, où TB est la durée du bit. La fréquence qui est activée sur n'importe quelle durée de symbole est déterminée par le mappage de n bits d'information à la valeur de fréquence. Donc là, ça dépend du mappage, c'est-à-dire le positionnement des symboles donc sur la représentation géométrique. Si on prend une mise en forme rectangulaire des impulsions, donc je transmets un train d'impulsion rectangulaire, le spectre de chaque fréquence, vous voyez ici c'est en sinus cardinal, le spectre de chaque fréquence activée est proportionnel à sinus cardinal au carré de FTS. Donc vous voyez ici, si la fréquence F1 est activée, donc j'obtiens ceci. Et les autres fréquences, elles sont obtenues par décalage, donc de F2, F3, F4. Et on peut dire que pour chaque sinus cardinal, le passage par zéro est proportionnel. Donc le passage par zéro sont aux fréquences 1 sur T0. Donc je suis ici. Ce point-là de cette distance, c'est 1 sur TS de la fréquence. Donc généralement, on peut dire que, vous regardez ici, on utilise une largeur de spectre assez importante. Donc plus le nombre d'états augmente, plus cette largeur ici de ce point de F1 jusqu'à Fm, plus elle est importante. Et donc on dit que la FSK n'est pas un schéma de modulation à efficacité spectrale, donc elle n'est pas efficace. La démodulation, donc la probabilité d'erreur des symboles dépend seulement de la géométrie de la constellation et du rapport S sur V. La probabilité des erreurs sur les bits, en plus du plan symbole bit ou ce qu'on appelle le mapping. Donc on va voir maintenant l'exemple de mapping pour deux types de modulation, la MDPQ ou bien la QPSK. Donc vous voyez ici, j'ai deux plans de mapping. Ce plan de mapping, il obéit à la règle de codage de Gray, tandis que celui-là, c'est un plan de bit lexicographique. Donc vous voyez, si on compare les deux, le passage d'un symbole à un autre, ici, il faut que deux bits changent. D'ici à ici, un seul bit change, un seul bit qui change et un seul bit qui change. Alors que dans le codage de Gray, si je passe d'un symbole à un autre, il n'y a qu'un seul bit qui change. Regardez, un seul bit qui change. Donc de ce point-là, un seul bit qui change, de ce point-là à ce point-là, donc un seul bit qui change. Les probabilités d'erreur sur les bits pour le code de Gray, donc ces probabilités d'erreur sur les bits est la même pour donc, la MDPQ codée suivant Gray, suivant le code de Gray, et elle est, disons, équivalente à la MDPP, donc la modulation par déplacement de phase binaire, indépendante suivant les canaux I et Q. Donc la probabilité que B1 est transmis, donc regardez ici, je suis dans le cas de codage de Gray, donc la probabilité que le bit, donc le symbole A été transmis, c'est ce symbole-là a été transmis, ça veut dire que c'est le 10 bit 00 qui est émis. Elle est égale à la probabilité de la décision de maximum de vraisemblance. Cette probabilité de décision de ressemblance est soit égale à 1, 0 ici, soit égale à 0, 1. Lorsque, bien sûr, c'est ça la probabilité d'erreur, je transmets le 0, 0, j'obtiens soit un 1, 0 en réception, soit un 0, 1, donc en réception. Ça, c'est les deux possibilités d'erreur. Donc, elle est égale à la probabilité que NC soit inférieur à moins d sur 2. Donc, c'est la probabilité sur le bit 1. Elle est égale, donc ça on l'a démontré aussi, elle est égale à la fonction Q de D sur 2 sigma, qui est égale, donc si je l'écris en fonction de EB sur N0, donc elle sera égale à ceci. Sachant que l'efficacité en puissance, elle est égale à 4, d'où la probabilité donc sur le bit 1 ou sur le bit 2, elle est toujours égale à Q de racine de 2EB sur N0. Maintenant, j'ai toujours ici ce plan de bits lexicographique. Donc ce plan-là, il a des performances plus dégradées que celles
du mapping avec un code de Gray. Donc P1 de Q2, donc ça c'est ce qu'on avait obtenu. Donc il est le même pour le codage de Gray. Donc l'approximation de la probabilité d'erreur, donc si je calcule la probabilité d'erreur moyenne, donc je vais trouver que le résultat est 1,5 fois plus dégradé que dans le cas de Gordon Gain. Maintenant, si je prends la probabilité sur le bit 2, donc le bit 2, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je transmets un 0, 0, donc qui est transmis, et la décision, c'est soit je vais prendre ici 0, 1 ou 1, 1. Donc vous voyez que je transmets ceci, la probabilité d'avoir comme réception donc 1, 1 ou bien 1, 0. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la probabilité de bit 2. Donc cette probabilité de bit 2, elle est égale à la probabilité que NC, donc NC ici, c'est les composantes de bruit, donc NC et NS sont deux composantes de bruit suivant l'axe Q et l'axe I. Donc elle est égale à NC inférieur à moins D sur 2 ou bien supérieur à moins D sur 2, plus la probabilité, donc pour le deuxième, il faut que NC soit supérieur à moins D sur 2 ou NS inférieur à moins D sur 2. Donc ça, on l'a vu pour les décisions, donc pour les domaines de décision. Donc j'ai ici 4 domaines de décision. Et donc là, c'est le premier, c'est lorsque j'obtiens un 0 et 1. Donc pour obtenir un 0 et 1, donc il faudrait que NS soit inférieur à D sur 2, donc il passe de ce côté-ci. NC plutôt, et pour NS, pour que je descende ici, il faudrait que le NS soit supérieur à moins D sur 2. Et ici, pour avoir le 1,1, donc j'ai en quelque sorte l'inverse du premier cas. Donc NC supérieur à moins D sur 2 et NS donc inférieur à moins D sur 2. Donc ceci peut s'exprimer donc pour le premier, donc pour ce théorème, c'est Q. Lorsque c'est supérieur, c'est la fonction phi. Ici, lorsque c'est supérieur, c'est la fonction phi. Et lorsque cette condition de NS inférieur à moins D sur 2 s'exprime ce sens. Donc vous voyez que j'ai deux fois la même expression, donc qui est 2Q D sur 2 sigma phi de D sur D sigma. Donc je peux écrire, donc puisque phi c'est 1 moins Q, donc le phi 1 moins Q, donc je le remplace par 1 moins Q. Et donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, donc c'est 2 fois Q de E D sur 1, 0. Donc ce terme-là par ce terme-là, donc on néglige, il ne nous reste que ce terme-là. Et donc vous voyez que ici, par rapport à ceci, donc j'ai un terme 2, et donc elle est 2 fois plus dégradée que dans le cas du code de Gray. Effet du plan, donc, ou du mapping de bits. Code de Gray, affectation des bits à des signaux voisins ne doit pas différer que d'un seul, bit. Donc cette possibilité n'existe pas pour tous les mappings. Elle peut être difficile à trouver pour les signaux dont les constellations donc, sont à dimension élevée. Elle est très facile à obtenir pour les constellations régulières à 2 dimensions. Pendant qu'on illustre son utilité en utilisant les approximations à valeur élevée de S sur B, le codage de Gray est très utile pour des rapports S sur B petits, pour des systèmes en grand état de code sur plusieurs bits. Exemple, le codage de Gray pour des constellations de D, suivi par des codes qu'on appelle les turbocodes. Le codage de Gray est la seule option pour améliorer la probabilité d'erreur. Elle dépend du but du système, y a-t-il des bits spéciaux à protéger et de la stratégie de codage. On peut délibérément réaliser le plan, donc, ou bien le mapping des bits simples de telle sorte que les différents bits obtiennent différents niveaux de protection. Un tel plan asymétrique joue un rôle pour les protections d'égales, donc pour les protections d'erreurs inégales à modulation codée en treillis ou bien un codage à multiniveau en communication numérique. La probabilité sur bit, elle se base sur l'analyse exacte. Elle a été possible pour la QPSK. Est-ce qu'on peut l'étendre à des constellations régulières de type QAM ou bien la MAQ, modulation par amplitude quadratique? L'analyse exacte est impossible pour les constellations MDP à grand
nombre de points, donc elle devient difficile. Les limites sont aussi difficiles à établir. La géométrie des erreurs sur les bits n'est pas évidente comme celle des erreurs sur les symboles. L'approximation du plus proche voisin est une bonne approche pour obtenir rapidement des estimés pour les constellations régulières. La probabilité d'erreur conditionnelle pour le IM bit, donc c'est la probabilité d'un bit erroné lorsque B est émis, donc elle est égale au nombre donc de proches voisins dépendant de B et de I, que multiplie donc la fonction Q DI minimum sur 2. Donc ça, c'est la distance du plus proche voisin considéré du point considéré de la constellation est noté par B. Ici, c'est le nombre de plus proches voisins du point considéré noté B dont le label diffère de la position I. En enlevant la condition PB erronée, donc en enlevant cette condition-là, donc je peux écrire cette probabilité sous forme 1 sur 2n, la somme de tous les proches voisins que multiplie donc la fonction Q D sur dB. Si on moyenne sur les bits, donc la probabilité des bits erronés, elle est égale à la probabilité, donc 1 sur 1 la somme, donc qui est cette somme-là. Donc le bit erroné, c'est 1 sur 1 que multiplie cette probabilité que BI est faux ou bien erroné. Avec le codage de Gray, donc on a le NDI, c'est seulement 1. Donc s'il y a deux voisins qui diffèrent par le IM bit, donc à partir de B, alors un parmi les deux voisins doit différer par au moins 2 bits, ce qui viole la définition de code de Gray. Donc là, la condition des plus proches voisins, on a un seul. L'approximation la plus proche du plus proche voisin avec le code de Gray, la probabilité d'erreur sur les bits, elle est égale tout simplement à la fonction Q D minimum sur 2 sigma. La probabilité d'erreur sur les bits, elle est à progrès. Donc si je remplace ici le D minimum par l'efficacité en puissance, donc j'obtiens ceci. Donc ce type de probabilité d'erreur est précise. Elle est légèrement pessimiste, donc un résultat pour la MAQ16 et la MDP16. Donc c'est un bon outil pour pouvoir faire la conception de système. On a ces probabilités, donc vous voyez ici l'approximation du plus proche voisin, qu'elle est très proche du calcul exact. Donc on peut l'utiliser pour ces deux types de modulation. Donc on peut utiliser la probabilité d'erreur par l'approximation du plus proche voisin. Donc les signaux orthogonaux en mer diffèrent drastiquement des constellations 2D. Ignorant le code de Gray, tous les 1-1 voisins sont équidistants, mais seulement log de 2 1 bit à coder. Par symétrie, quand une erreur de symbole se produit, le décodage à chaque voisin se fait de façon égale. Donc on a 1 sur 2 voisins correspondent, donc 1 sur 2 des voisins correspondent à l'erreur dans un bit donné. Chaque bit partitionne la constellation en deux sous-ensembles égaux. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Probabilité erreur, donc j'ai deux sous-ensembles, donc qui sont 1 sur 2. Et ici, le nombre disons de bits que je vais avoir, c'est 1-1, et multiplié par la probabilité donc, de la probabilité d'erreur sur le symbole. Calcul de décision douce au niveau du bit, par exemple. Nous avons vu comment calculer la décision douce au niveau du bit, donc ça on l'a vu. Donc ici, j'ai le point de réception qui est Y02505, c'est le point qui est reçu lorsque un 00 a été transmis. Et donc ici, j'ai les probabilités qui sont calculées sur les différents symboles. Donc j'ai ici le symbole 1, 2, 3 et 4. Et la somme des symboles, elle doit être égale à 1. La même chose pour le deuxième point Y qui est 1,5
Et ici, c'est ce point-là, donc 1,5 moins 2. Donc les probabilités sous condition de S1 sont données dans cette colonne-là. Donc pour S1, pour S2, pour S3 et pour S4. Si je fais le calcul de ceci, donc je vais avoir l'ensemble des probabilités sur tous les symboles, elle est égale à 1. Donc ce point-là, il est décrit par ceci avec une variance sigma 2. La décision douce au niveau du but peut être calculée comme suit. Donc la probabilité, donc P1, donc lorsque, qui est égal à 0 lorsque Y est reçu. Donc c'est la probabilité d'avoir soit S1 ou S4, donc ici S1 ou S4 émis sur Y. Donc c'est égal à la probabilité que S1 émis et Y reçu, plus P S4 émis et le Y reçu. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir ici pour le premier, je vais avoir 0,455. Pour la deuxième, c'est P de S4 qui est là, donc qui est égal à 0,167. Donc, je vais avoir cette probabilité donc, que un 0 est reçu lorsque plutôt un 0 qui a été transmis pour Y reçu. La même chose, probabilité donc sur le deuxième bit, donc c'est soit S1 émis, soit S2 qui est émis. Et donc je vais avoir, pour S1, je vais avoir 455, et pour S2, ici je vais avoir 2,75. Et donc ça c'est la probabilité donc que soit S1, soit S2 est émis et Y est reçu, c'est le Y qui correspond à cette colonne-là. Ici, le calcul du log du rapport de vraisemblance. Donc, généralement, on utilise un domaine donc, logarithmique quand on combine donc, les probabilités des événements indépendants. Donc, on peut ajouter donc, plutôt que multiplier. Vous savez que lorsqu'on passe d'une échelle normale à une échelle logarithmique, donc tous les produits se transforment par des sommes. Donc, cette indépendance des approximations, elle est utilisée dans les turbocodes ou bien les codes itératifs. Donc, il est convenient de définir des fusions donc, douces en termes donc, du produit du log de rapport de vraisemblance. Donc, c'est le log. LR, c'est likelihood ratio, donc c'est le log du maximum de vraisemblance. Donc, il est égal à log du P égale à 0. Log de B est égal à 1. Et donc, in our cas, donc dans notre cas, la LLR, lorsque bit 1 est transmis et Y est reçu, ça est 0,632 sur 1 moins 0,632. C'est ce qu'on avait calculé ici. Hein. C'est ce terme-là, le P de 1. Donc, si je calcule le log, donc P de 0 sur P de 1, donc ça me fait P de la log ici, c'est la somme des probabilités lorsque un 1 et un 0 est transmis. Ici, c'est un 1 est transmis puisqu'ils sont complémentaires l'un l'autre par rapport à 1. Donc, ça me donne. Donc, pour les codes de Gray, donc, avec la QPSK, on peut calculer le log du rapport donc de vraisemblance directement sans aller à travers donc, les décisions douces sur les niveaux de symboles. Ceci est équivalente à, donc, à la BPSK indépendante sur les axes I et Q. Donc pour la MDPB, donc la modulation par déplacement de phase dans le cas binaire, lorsqu'on veut calculer le log de maximum de vraisemblance, donc le bit B appartient soit à l'intervalle 0,1, il est donc il est mappé, donc il est sur le symbole donc transmis sous forme de moins 1 à la puissance B,
qui correspondent donc à l'intervalle -1 plus 1. Ils sont envoyés sur un canal AWGN, donc un canal de bruit blanc. Le modèle pour la décision statistique, donc Y est égal à A plus N, donc A il correspond à une amplitude correspondant à plus 1, et le -1 correspond à une amplitude -1, lorsque B est égal à 1. Donc la densité spectrale de puissance, elle est normalisée sous forme d'une densité de distribution gaussienne, de moyenne nulle et de variance sigma au carré. Donc ces deux probabilités, donc lorsque 0 est transmis ou bien 1 est transmis, elle est égale donc, puisqu'on a ici une distribution gaussienne, donc c'est 1 sur racine de b sigma 2, exponentielle moins x moins a au carré, ou bien x plus a au carré. Donc on a les deux probabilités. En utilisant le théorème de Bayes, on peut calculer les probabilités a posteriori, et donc la probabilité a posteriori d'obtenir un B lorsque un Y est transmis, elle est égale à P de B, P de YB sur P de B. Donc en calculant le log du maximum de vraisemblance, donc c'est le log de P de B égale à 0 lorsque Y est transmis sur P de B égale à 1 lorsque Y est transmis. Et donc ceci va me donner le log de Pi0. Donc si je calcule ici, ce Pi0 c'est ce PY. Donc c'est PY. Donc Pi0 log de P sur Y0, Pi1 lorsque multiplié par la probabilité que Y est égal à 1. Donc cette décision sur le log de maximum de vraisemblance pour B, donc reçu lorsque Y a été transmis, c'est la LRR, donc c'est le log du maximum de vraisemblance pour donc la probabilité a priori P de B, plus 2AY sur sigma Y. Et donc le LRR prior, elle est égale à log de pi sur pi0. Donc ce pi sur pi0, donc on les sépare. La contribution à LR due à la probabilité a priori et due à l'observation vont s'ajouter. Ceci donne une raison pour aller dans le domaine logarithmique. Donc ceci est la fin de ce cours.